Pour un peu compléter l'éclairage sur notre contexte et un peu s'ouvrir sur le reste du monde, puisque, comme le disait le gouverneur, on est par certains côtés déconnecté complètement du système financier international. Je voudrais remercier M. Jean-François Pons, qui est le délégué aux affaires européennes et internationales de la Fédération française des banques, qui a bien voulu accepter d'être parmi nous pour nous parler justement de la dimension internationale et de voir dans sa présentation si les changements de l'environnement international et de la réglementation internationale peuvent éventuellement servir un peu comme, j'allais dire, guide ou référence ou source d'inspiration pour la réforme du système financier tunisien. Et je crois que nous aurons tous à bénéficier de cet éclairage un peu extérieur pour mieux nous positionner sur ce que nous entreprenons comme projet de réforme. À vous, Monsieur Jean-François Pons. Mesdames et messieurs, tout d'abord, je voudrais remercier les organisateurs, l'économiste maghrébin, M. Mechri, que je ne vois pas, qui doit se promener quelque part leur dire que moi, je suis toujours très attaché de revenir dans ce pays. Je trouve que aussi pour des raisons familiales sur lesquelles ce n'est pas la peine de revenir. Et donc je suis très intéressé de revenir aujourd'hui dans un moment où je comprends que la Tunisie est un moment important de son histoire, avec beaucoup de défis à relever. Et un de ces défis, on en a déjà parlé plusieurs fois, c'est quand même de retrouver une croissance forte, plus forte et durable. Et évidemment, je comprends très bien que dans cet environnement, on demande au système financier tunisien de faire tout ce qu'il peut pour accompagner, stimuler la réforme. J'ajouterai tout de suite qu'il n'est pas le seul en cause. Et de ce point de vue, je voudrais dire à M. Ben Saad ma sympathie quand il a dit que c'était très difficile de défendre les banques en ce moment. Il n'y a pas qu'en Tunisie, M. Ben Saad, que c'est le cas. Je peux vous assurer que moi qui fais ce travail au niveau bruxellois en Europe, les banques sont les mal-aimées actuellement. On leur impute toutes sortes de maux, moins ici d'ailleurs, mais on leur impute entre autres d'être à l'origine de la crise financière. Et puis très souvent, on dit aussi qu'elles ne financent pas assez l'économie. C'est le cas des banques françaises, alors même que le taux des crédits à l'économie en France a été plus du double du taux du PIB depuis la crise. Mais il y a cette sensation qu'elles ne font pas assez non plus. Alors, ayant dit ça, moi j'ai préparé quelques slides et je vais les commenter rapidement sur l'environnement international. Et malheureusement, l'environnement international ne va pas aider la Tunisie. Je dirais qu'il va peser, mais il pèse partout. Hein. C'est pas seulement sur ce pays. Qu'est-ce que j'ai retenu? Peut-être on passe à la slide d'après tout de suite. La première, Madame, si vous voulez bien, on passe à la prochaine. Je vais essayer. Voilà. Premier élément qu'on ressent très fortement en Europe, c'est la compétition pour attirer des financements longs. Alors ça vient de plusieurs causes. Je dirais qu'il y a une cause macroéconomique et une cause de réglementation bancaire et financière. La cause macroéconomique, c'est que les grandes zones de marché financier, les États-Unis et l'Union européenne, sont à la recherche d'une reprise économique. Elles ont accumulé des dettes très importantes, en particulier des dettes publiques très importantes qu'elles doivent refinancer. Et la deuxième raison, c'est que la réglementation bancaire et financière dissuade les banques de faire des financements longs de plus en plus, c'est en particulier les réformes de Bâle. J'ajoute que les autres zones mondiales, qui jusqu'à présent d'ailleurs ont des balances excédentaires, je pense à l'Asie en particulier, trouvent de plus en plus de besoins chez elles. En particulier, il y a des demandes en matière d'infrastructures extrêmement élevées dans les pays émergents en Afrique. Donc vous avez à la fois des demandeurs de financement long avec des demandes qui augmentent et malheureusement des contraintes qui font que les banques en particulier peuvent moins prêter long qu'elles ne le faisaient avant. Ça, c'est la première chose. Voilà, je passe peut-être sur cette slide où il y a des chiffres, mais enfin vous les trouverez, je pense, dans les documents qui vous seront remis. Donc on va peut-être passer à la deuxième tendance importante. Voilà, si on peut changer, madame. Même chose, tout ça sont des chiffres, donc je préfère passer parce que, voilà, deuxième tendance importante et qu'on ressent très fortement en Europe, madame l'ambassadrice le sait, c'est l'aversion des investisseurs pour le risque.
Et ça, c'est un phénomène quand même très nouveau, lié à la crise, lié à la double crise. D'abord la crise 2008, mais aussi à la crise spécifique de la zone euro. Alors pourquoi je parle de la zone euro? C'est celle que je connais le mieux, mais c'est aussi celle qui, évidemment, est votre principal partenaire. Et de ce point de vue-là, ça vous touche. Je vais vous montrer juste la slide suivante. La slide suivante, non, pardon, revenez un tout petit peu. Revenez sur, voilà, revenez. Encore, voilà, le premier graphique, s'il vous plaît, la 7. Voilà. Ça, le graphique que vous verrez à gauche, c'est les taux d'intérêt. Vous voyez tout de suite qu'il y a une zone rose avec des taux d'intérêt qui se sont fortement élevés et des taux d'intérêt qui, au contraire, ont diminué. Et il y a aujourd'hui dans l'Union européenne 2 zones très différentes. Celles qui sont considérées comme risquées, avec des taux d'intérêt élevés, et celles qui sont considérées comme sûres, avec des taux d'intérêt qui, au contraire, ont été réduits. Et c'est la première fois qu'on voit ça au sein de l'Union européenne, ce qui veut dire que les grands investisseurs, les grands prêteurs ont une aversion au risque qu'on n'avait jamais vue jusqu'à présent en Europe, ce qui aboutit aussi, j'allais presque dire, à surpayer les pays considérés comme sûrs. Vous savez que la France, par exemple, qui continue à être considérée comme sûre, alors pourtant il y a des chiffres de déficit de finances publiques et de dettes importantes, ne s'est jamais refinancée aussi bas sur les marchés qu'en ce moment. Tout simplement parce qu'elle profite du reflux des investisseurs qui investissaient sur l'Italie, sur l'Espagne, etc. Et un des problèmes, c'est que ces taux d'intérêt qui touchent les pays se répercutent sur les entreprises, et c'était l'autre graphique. Et sur l'autre graphique, on voit bien que les taux d'intérêt sur les grandes entreprises sont très pénalisants pour les pays du Sud et entraînent aussi une perte de croissance. Donc, encore une fois, je crois que ce qu'il faut retenir, c'est que les grands investisseurs internationaux, et avec des masses en jeu très importantes, aujourd'hui ont une aversion au risque qui est extrêmement forte, comme ça n'est pas arrivé depuis quelques années. Voilà. Alors ça, c'est la deuxième tendance. On va passer maintenant, si vous voulez bien, madame, à la troisième. Voilà. Troisième tendance, des normes beaucoup plus contraignantes pour les banques. Les leçons qui ont été tirées de la crise financière, c'est de réformer complètement ce qu'on appelle les règles de Bâle. Et ces règles de Bâle, comme le dit la slide, c'est un renforcement vraiment très important des exigences de fonds propres. Les coefficients de fonds propres sur les activités de marché, par exemple, ont triplé. On pousse les banques donc à mettre énormément de fonds propres. On a créé des coussins pour des risques systémiques, des coussins pour des chocs macro-prudentiels, etc. Donc tout ça est vraiment quelque chose de nouveau. Deuxième innovation majeure, et qui pèse sur les financements longs, c'est l'instauration au niveau international d'un coefficient de liquidité court. Et ce coefficient de liquidité court aboutit à essayer d'obtenir un équilibre entre la partie active et la partie passive du bilan en termes de stabilité, ce qui veut dire que ça pousse à une course à la recherche de passifs longs ou stables, et en même temps, ça dissuade à des emplois longs. Ce ratio oui, on peut passer voilà, ça c'est les fonds propres. Voilà comment on passe de Bâle 2 à Bâle 3. Donc vous voyez qu'il y a vraiment une augmentation extrêmement forte, en particulier sur le capital dur, c'est-à-dire le capital qui est en bleu ici, qui est beaucoup plus important qu'avant, c'est-à-dire le vrai capital, le tier-2, c'est plutôt de la dette junior. Voilà, si on peut encore changer de slide, madame, merci. Ce qui peut être intéressant pour vous, c'est que par rapport à ces règles de Bâle 3, l'Europe a fait son adaptation. Et il y a quelques points très intéressants dans cette adaptation pour tenir compte des spécificités européennes. Et donc n'a pas hésité à contrevenir à Bâle. D'ailleurs, l'Europe est critiquée à Bâle. Je trouve que c'est pas tout à fait raisonnable, mais enfin c'est comme ça. Je vais juste dire un mot sur les PME. L'Europe a décidé qu'on n'augmenterait pas le coefficient de fonds propres affectés aux prêts aux PME entre Bâle 2 et Bâle 3. Donc c'est une exception absolument notable de cette augmentation des fonds propres. Pourquoi? Parce qu'elle considère que son financement des PME est solide, et pendant la crise,
franchement, s'il y a un secteur qui n'a pas posé de problème aux banques européennes, c'est bien les PME. Là où les banques européennes ont fait des pertes, comme vous le savez, énormes, c'est dans l'immobilier, qui est un domaine d'ailleurs toujours extrêmement risqué en Europe, où il y a des hauts et des bas, mais les PME ont été un risque plutôt sûr. Donc l'Union européenne a décidé de ne pas d'appliquer une version très différente de Bâle sur ce sujet-là. Sur le ratio de liquidité, l'Union européenne a également été très prudente. Elle a décidé de faire des tests et c'est seulement à l'issue de cette période de test qu'elle passera à un ratio de liquidité bâlois. Entre-temps, d'ailleurs, le comité de Bâle lui-même avait revu sa copie et était plus raisonnable, je trouve, en tout cas, sur le ratio de liquidité. Donc, encore une fois, des normes plus contraignantes pour les banques qui vont peser sur les banques européennes, mais mieux adaptées aux réalités européennes. Deux choses intéressantes qui ont été rajoutées par contre par l'Europe aux règles de Bâle en matière de gouvernance et en matière de transparence. Donc ça peut aussi avoir un intérêt pour le secteur bancaire tunisien ici. Bon, la gouvernance et les aspects de rémunération variable, je ne suis pas sûr que ce soit, pour vous, ce soit un enjeu majeur. C'est un enjeu majeur en Europe sur les salles de marché en particulier. Et puis, il y a toutes sortes de dispositions nouvelles en matière de comité des risques, de suivi des risques, etc., dans cette directive qui, je crois, est intéressante. Deuxième sujet sur la transparence, et c'est un sujet sensible politiquement, en particulier en ce moment en Europe, c'est avoir un reporting en matière d'information extrêmement détaillé, pays par pays, le but étant de lutter contre l'évasion fiscale essentiellement. Et donc ça va être fait par toutes les banques européennes dès le 1er janvier 2015. Voilà en ce qui concerne les banques. Ensuite, dernière réforme qui est très importante aussi et qui va dans le bon sens, qui va dans le sens d'une amélioration de la réglementation des marchés, une amélioration de la supervision des marchés, une diminution des risques, en particulier des risques de contrepartie. Il y a une réforme des dérivés qui a eu lieu aux États-Unis et en Europe, qui va permettre un marché des dérivés, je dirais, moins dangereux. Et puis, on peut passer à la slide suivante. Il y a une nouvelle réforme qui est en discussion en Europe, qui est une proposition de révision d'une directive sur les marchés d'intérêt financier afin d'en renforcer l'efficience et garantir une meilleure protection des investisseurs. Voilà, pour les détails, je vous renvoie à la slide. Et on arrive, je pense, si on peut en passer à la slide suivante, voilà, on arrive aux conclusions. Alors en conclusion, ces tendances-là, aussi bien le problème pour attirer des capitaux à long terme, le problème de l'aversion pour le risque des investisseurs, ainsi que ces normes, ils sont là, il me semble que c'est là pour longtemps, hein, ce n'est pas des tendances qui vont disparaître du jour au lendemain. Donc c'est un cadre international qui va s'appliquer à tous. Je dois dire qu'il ne faut pas non plus baisser les bras et qu'on peut s'y adapter. Moi, je suis très frappé par la façon dont les banques françaises se sont adaptées, d'autant plus qu'il y a quand même une crise de la zone euro qui a été violente à l'été 2011, puisque à un moment, les capitaux américains sont retirés de l'Europe, en ayant peur, suite au problème grec, que d'autres pays soient touchés. Je vous rappelle qu'il y a eu un moment où on se demandait si la Grèce n'allait pas sortir de la zone euro, si la zone euro n'allait pas exploser, et tout ça étaient des hypothèses très sérieuses sur lesquelles on nous interrogeait à l'automne 2011. Heureusement, par rapport à ça, il y a eu un renforcement extrêmement fort. Il y a eu des accords avec les pays en difficulté, la Grèce et les autres. Et il y a eu une structure qui s'est renforcée au centre de la zone euro et qui va aboutir, comme vous le savez certainement, la mesure la plus emblématique sera certainement que la Banque centrale européenne va avoir la supervision de toutes les banques de la zone euro, ce qui est certainement un progrès décisif dans la cohérence de cette zone. Ayant dit ça, les banques françaises, donc très touchées par cette crise à l'été, parce que les fonds américains dont elles dépendaient pour financer en particulier leurs activités internationales se sont retirés, se sont adaptées très vite. Elles ont restructuré, abandonné des activités. Elles sont sorties de la Grèce en prenant leurs pertes. Enfin, vraiment, elles ont fait un travail de nettoyage de bilan, ce qui fait qu'elles ont aujourd'hui des bilans solides. Elles ont continué à avoir de bonnes marges sur leurs activités
en France et en Europe, parce qu'elles gèrent bien leurs risques et qu'elles maîtrisent leurs coûts. Mais tout ça pour dire qu'il y a des capacités quand même de réaction, et aujourd'hui, elles respectent les critères de Bâle très en avance, puisque l'Europe a décidé de respecter les critères de Bâle très en avance. Voilà, donc tout ça pour dire qu'il y a une capacité de réaction possible, hein, ces normes sont contraignantes, mais on peut certainement s'y adapter. Et en même temps, évidemment, il faudra en tirer les conséquences pour la Tunisie. Ça sera plus difficile d'attirer des investisseurs internationaux, il faudra être plus transparent, il faut avoir un système qui mobilise bien l'épargne nationale, parce que c'est quand même votre donnée de base, hein, votre matériel de base. Je voudrais rajouter juste une dernière chose avant de céder la parole, qui est que naturellement, les autorités publiques ont aussi leur rôle à jouer. Je veux dire, quand on parle du système financier tunisien, et le gouverneur l'a très bien dit tout à l'heure, les autorités publiques ont leur rôle à jouer. Moi, j'avoue que comme observateur extérieur de la Tunisie, je suis quand même un peu triste de voir des autorités publiques qui ont l'air en panne en matière de politique économique, en matière de politique de relance. Bon, je ne suis qu'un observateur extérieur, mais enfin, c'est l'impression que ça donne vu de l'extérieur. Et c'est important, la vision qu'ont les observateurs extérieurs d'un pays. Parlant avec un ami juste avant de venir ici, il m'a parlé d'un exemple que je trouve assez illustratif de cette panne. Il m'a parlé d'un projet dans le sud de la Tunisie pour faire du photovoltaïque, qui est un projet important. Lui-même travaille pour l'agence multilatérale de garantie qui dépend de la Banque mondiale à Paris. Et il me dit, nous, notre projet, il est fait, il est bouclé, je sais que dès que je vais à mon board, il me l'approuve, etc. Et je lui dis, mais alors qu'est-ce qui se passe? Et il me dit, je ne sais pas, mais ça fait des mois, il ne se passe rien. Voilà. Bon, je cite cette anecdote et cet exemple parce qu'il m'a dit, je lui dis, est-ce que je peux le citer? Il m'a dit, oui, tu peux le citer publiquement, c'est pas un problème. Donc tout ça pour dire que on sent quand même ici un pays qui a besoin, je crois, de réagir, de reprendre vraiment une politique économique en concertation avec tous les acteurs. Évidemment, le système financier tunisien en fait partie, afin que le pays puisse reprendre une dynamique de croissance qu'on lui souhaite. Merci beaucoup. Merci Monsieur Pons. En tout cas, après votre exposé, on mesure la distance, en tout cas en matière d'organisation et de respect de règles prudentielles entre le système tunisien et le système européen. Et vous aviez justement un post-révolutionnaire de transition. Et on est dans un système où M. Ben Saad est mieux à même d'en parler, où on est quasiment dans un système de production de crédit quasi nul, notamment dans le financement de la PME-PMI, qui justement sont les meilleurs vecteurs pour la relance de l'économie. On est dans cette situation-là. Je voudrais, avant de donner la parole à Dhafr Saïden, faire réagir un peu la salle, et je vais prendre Abdelrazak Zouari à la volée pour lui dire jusqu'à maintenant, après ces deux exposés, un peu l'exposé introductif du gouverneur et un peu la contextualisation européenne et tunisienne et les éléments qui ont été avancés. Quel est votre point de vue sur ce qui s'est dit? Très rapidement. Bon, quelle est ma réaction? En fait, les banques tunisiennes actuellement, si on a bien compris l'exposé de Monsieur le gouverneur, sont devant un tournant qui est vraiment très difficile. Et qu'il y a deux points. Le premier point, je crois que les banques tunisiennes sont assez solides pour pouvoir faire face aux transformations qui vont avoir lieu, mais qu'en même temps, il y a des signes de fragilité que les banques tunisiennes ont intérêt à combler. Ça, c'est évident. Deuxième point, c'est cette contradiction qu'il faut lever entre le fait que la densité, comme l'a dit Monsieur le gouverneur, n'est pas très importante, et d'un autre côté, le nombre de banques est très important en Tunisie. Donc, la restructuration du système bancaire est d'une nécessité vitale, à mon avis. Donc, il faudrait un mouvement de rapprochement entre les banques pour pouvoir créer des banques qui sont capables, qui ont l'échelle suffisante pour pouvoir qui sont capables de faire de la concurrence. Par rapport à ce que vient de dire M. Pons, j'avais, bon, il me prend au dépourvu, mais j'avais une question à vous poser.
Vous savez, il y a des banques tunisiennes qui sont des filiales de banques étrangères, européennes, notamment françaises. Et ces banques tunisiennes sont amenées à respecter des normes qui sont définies pour le marché européen, pour des besoins de consolidation. Et alors qu'elles opèrent sur un marché qui ne nécessite pas encore cette sophistication des normes qui sont décidées pour le marché européen. Ce qui fait que la conséquence, c'est qu'il y a un problème de concurrence sur le marché tunisien, puisque les banques sont obligées de respecter ces normes. Comment vous voyez la question et quel est votre sentiment sur cela? Voilà la question. Moi, ma réponse simple, c'est qu'il faut appliquer les règles qui s'appliquent à vous. Donc, comme vous l'avez dit, effectivement, les banques tunisiennes qui font partie d'un groupe bancaire français doivent respecter les règles qui s'appliquent au groupe. Mais je ne vois pas en quoi c'est gênant pour la Tunisie, dans la mesure où, a priori, ce sont des bonnes règles en termes de solidité, stabilité, etc. Bon, alors ça, c'est plutôt aux banquiers français présents ici qui devront répondre que moi. Mais est-ce de la concurrence déloyale? Non. Ah bon. Ouais. Disons qu'il y a une asymétrie. Bien. Merci, Monsieur Ponce.